Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Déblayage, 9e épisode déjà de la saison. Je suis très heureux d'être avec vous et de recevoir une nouvelle fois un plateau bien garni du bleu, du rouge. D'ailleurs, c'était le thème ce soir, plus de bleu que de rouge. On va d'ailleurs commencer, on va présenter nos hommes en rouge. Vous êtes un petit peu les seuls qui avaient changé un petit peu le code vestimentaire. Vous êtes deux, vous représentez le RC Grésivaudan, Teddy Oudemer et Martin Rieuvernet. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? C'est ça, ouais. C'est bon. Tiens, parle bien dans ton micro. Martin, toi ? Non ? Ouais, l'un ou l'autre. Il y en a un qui prend le micro. Voilà. Tu mets bien niveau du... Ça va les gars ? Ça va et toi ? Ça va. Très bien, très bien. En forme ? Ouais. Du week-end, mais... Un dur week-end. Bon, on parlera un petit peu du RCG de ce club, qui est dans un endroit, la banlieue grenobloise, qui n'est pas forcément facile, où le rugby a du mal à émerger. On discutera un petit peu de ce rugby-là autour des villes. C'est un sujet intéressant. À côté de vous, on a nos Vinois qui sont venus. Comment ça va, les gars ? Ouais, ça va, la forme. Ouais. Ça va, très bien. Vous êtes souriants malgré la défaite du week-end. Ouais, il faut. Ouais. Il faut garder le sourire. Est-ce que c'est une défaite encourageante, comme on dit ? Ouais, encourageante, je sais pas, mais où on a retrouvé un peu des valeurs et ce qu'on avait perdu depuis quelques semaines, donc voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Thibaut et Paul qui sont avec nous pour Vinay. En face de vous, nos Saint-Marcelinois. Vous aussi, là, je vous invite pas au meilleur moment, mais c'était pas si mal quand même. Là aussi, défaite encourageante ou pas, ou il y en a marre de dire ça ? Encourageante, non, il fallait gagner hier. Ouais. Mais bon, ça pourrait aller mieux. Bon, Tony, Nieto, Cyprien, Sauté qui sont là avec nous. Et puis, les seuls gagnants du week-end, finalement, ils sont là. Jérôme, prends bien le micro avec toi. Et Idriss, ça va les gars ? Ça va bien. Voilà. Bon, vous, ça va bien ? Un bon week-end. Bon week-end. Jérôme Vernet, bien sûr, Idriss Daoui. Eh bien, merci, messieurs. On va pouvoir attaquer cette émission. On va commencer, bien sûr, par la Nationale 2, puisqu'il n'y avait pas de Pro D2 ni de Nationale. On commence directement par la N2, avec le tableau des résultats qui va s'afficher. Non, j'ai oublié, oui c'est bon, le jingle, c'est pas grave. Les résultats avec énormément de victoires à domicile, et on va tout de suite commencer par des images de Rumilly qui était en déplacement du côté du stade métropolitain. Rumilly qui était en déplacement du côté du stade à Villeurbanne. Villeurbanne qui marquera des essais par Boyer, par Jeannet et par Jean-Étienne. Et Rumilly qui marquera 2 fois, notamment par Genoux et Guigues. Et la problématique pour Rumilly, c'est que ces 3 petits points ne leur permettent pas d'aller raccrocher la tête malgré un très bon début de championnat. Et vous allez voir un championnat qui est extrêmement serré. Vienne s'impose à domicile face à la Seine. Pierre-Latte, Tricastin, et ça c'est une petite surprise, fait tomber Auch à la maison, relance le bas de tableau. Nîmes s'impose contre Aubenas. Le Stade Métro, donc on vous l'a dit, contre Rumilly. Et Mâcon continue contre le Servette de Genève. Le Servette de Genève qui était privé ce week-end de pas mal d'internationaux qui sont allés jouer avec la Suisse notamment. Un ancien Saint-Marcelinois, Willy Gonnet, qui a eu sa première cape internationale avec la Suisse, qui jouait contre la Géorgie. Donc voilà, bravo à eux. Le classement de la N2, il est là et vous allez voir Mâcon, leader avec 53 points, Vienne, second, 52, Auch, Aubenas, 49, 48, Rumilly, 48, Nîmes, 44, et ensuite Genève qui est un petit peu en retrait. Derrière, Tricastin en gagnant, passe devant Lannemezan et revient sur les talons du stade métropolitain qui a bien fait de gagner, vous pouvez le voir, effectivement. Allez, on enchaîne après la Nationale 2, directement la Régionale 3. On part en bas, il y avait, je voulais passer à la Nationale, mais il n'y en avait pas, effectivement. On part en N3, la poule 4 avec des victoires à domicile, notamment pour Courtenay et pour Mions. Vénissieux également qui s'impose contre Saint-Vallier. On va regarder tout de suite le classement de cette R3 poule 4 avec Mions, Vénissieux qui est 3e, Corbelin qui est 4e. Voilà, petit message en régie, vu qu'on n'a pas l'écran en face, si tu peux passer sur les autres images pendant les classements, et ça m'arrange. On enchaîne avec la Régionale 3 poule 5. Et là, il y a des choses à dire puisque Brézin s'impose à l'extérieur du côté de la Fraternelle de Moiran, 17-7. Le Touvet Pontcharrat, qu'on va bientôt recevoir, le Touvet qu'on voit d'ailleurs à l'image, s'impose à l'extérieur, 24-13 du côté de la Joyeuse à Saint-Paul-les-Romans. Et le gros score, là c'est le carton même pour Royan Sport qui va s'imposer à l'Albinque,
qui était pourtant sur 4 victoires consécutives. Brézin-Le-Touvet se jouera le 15 février, c'est-à-dire le week-end prochain. On va regarder... oui, non, c'est une petite erreur, parce que le Touvet, c'était 2 fois. Le Touvet qui est leader avec 47 points, devant Royan Sport 45, l'Albin qui est derrière 34, Brézin 34 également. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette régionale 3, poule 5. Et on va passer maintenant à la régionale 2. La régionale 2, on pousse à la poule 3. On commence avec la poule qui nous intéresse, bien sûr, messieurs. On va déjà attaquer les résultats du bas. Mété qui met un carton contre Cullin, 41-5. Le Maule contre Gilles Albertville, ça n'a pas joué. Iso s'impose contre Saint-Égrève, Chartreuse-Néron, avec une plutôt très belle partie d'ailleurs des joueurs de Saint-Égrève, puisqu'ils encaisseront 2 essais dans les dernières minutes, ce qui gonfle un petit peu le score. Mais Iso, néanmoins, enchaîne les Uselot qui repartent sur une bonne marge. On va revoir, s'il vous plaît, derrière le reste des résultats avec Jarry. Jarry qui s'impose à l'extérieur et on a les images des Jarrois. Jarry qui s'impose, j'ai les essais de Taricon, de Infuso et de Beaufort contre un essai de Argo pour les joueurs de Fontaine. Voilà, Jarry qui reprend un petit peu sa marche en avant. Et puis on va attaquer tout doucement. Déjà, messieurs, on va faire une présentation un peu plus longue déjà pour apprendre à se connaître. Teddy, tu es jeune coprésident de ce club depuis pas si longtemps que ça. Depuis cet été. Depuis cet été, ouais, j'ai succédé à une personne qui est partie un peu en pré-retraite rugbystique. Ouais. Au niveau des dirigeants, ça faisait un petit moment qu'il était président. Et voilà, là, il a lâché un petit peu ce poste, mais il m'accompagne toujours beaucoup. Il est toujours dirigeant. C'est qui du coup Michel Coche. Ouais, Michel Coche. Voilà, alors, on va parler un peu de ton parcours. Là, on a ton parcours de président. Bon, il est peu récent. Mais raconte-nous un peu ton parcours de rugby. Parcours rugbystique, sur le terrain, pas foufou. Ça fait une dizaine d'années que j'ai attaqué le rugby. Ouais. Je te disais, j'ai fait beaucoup de foot avant. Ouais. La mentalité du foot, m'a un peu dégoûté de ce sport. Donc du coup, tous les copains jouent au rugby, je dis allez, on va essayer. Et tomber amoureux de ce sport. Donc sur le tard un petit peu. Voilà, dernière année de moins de 18 à l'époque c'était. Donc après, tout de suite passé un peu en senior. Tout de suite, on a passé des sacrées années. En les 2 premières années, on fait 2 finales, une en deuxième série, une après un bouclier de même de première série. Donc ça nous lance tout de suite dans un truc. Et petit à petit, après, j'ai pris aussi un peu le lead de l'extra sportif au sein des seniors. C'est ce qui m'a poussé un peu après à rentrer au bureau en tant que dirigeant il y a 6 ans. Et du coup, la force des choses fait que maintenant, je suis en haut. Tu as été attrapé et tu es passé président d'un club. Tu vas nous dire quelques mots sur ce club du RC Grèce-Givaudan. Combien de licenciés déjà? On a 400, un peu moins de 450 cette année. Ouais, quand même. Et c'est surtout le gros point fort de notre club, c'est l'école de rugby. On a 240 gamins à peu près environ. On a descendu un petit peu cette année, ça on tient quand même à le dire en termes d'effectifs. On refuse quand même beaucoup de gamins toutes les années. Vous refusez les enfants? Ouais. Parce que on veut vraiment, nous on tient vraiment à la qualité d'entraînement et la qualité d'éducation des gamins. Une école de rugby qui est autonome, qui est en partenariat? Complètement autonome. Il n'y a que nos moins de 19 qui sont rassemblés avec Villarbonneau, parce que c'est le fameux creux de la vague de licenciés. Ouais. Il y a eu un tous les clubs l'ont eu celui-là. Ouais. Il y a eu un gros boulot fait depuis 2019 avec un gros projet. On est passé de 90 licenciés à 250 à l'école de rugby. Ah, alors ça, c'est intéressant. C'est un boulot qui a été fait comment? Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en pénurie un petit peu de licenciés. Voilà, ça a été assez bien géré par de nos responsables. On a 2 responsables à l'école de rugby, Jean-Marc et Nico, un qui va vraiment être sur le côté administratif et gestion et l'autre sur le sportif. Donc ils sont hyper complémentaires et ça marche très très bien. Après, j'étais encore un peu jeune dans le club pour te dire vraiment ce qu'il en était. Après, c'est pas mal d'interventions. Un état d'esprit où aujourd'hui, on veut développer quand même une certaine ADN au sein de notre club, c'est-à-dire que toutes les mairies, toutes les écoles, etc., dès qu'on les voit, ils nous disent putain, mais il y a que du rouge et noir dans les cours de récréation. Les gamins, du lundi au dimanche, ils ont le short du rugby. Alors, le RC Grèce-Givaudan, il concerne quel village? C'est un regroupement de 5 communes, c'est Bivier, Montbonneau, Saint-Nazaire, Saint-Imier et Bernin. Ouais. Voilà, c'est un petit regroupement de petites communes, on n'est pas non plus 50 millions d'habitants. Dans une zone où il y a d'autres clubs, cette zone de rugby. De rugby, on a Villarbonneau qui est en face, il y a le Touvet pas trop loin, Guxa, Bartender et Chirol, des clubs quand même assez proches. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comparé à peut-être certains endroits qui ont que ça à faire, nous, mis à part le rugby, il y a aussi énormément de sports dans la vallée. Les gamins, ils peuvent tout faire, quoi.
Bah Donc oui, c'est vrai que les attirer que dans le rugby, c'est pas toujours évident. Nous, ça a été très très bien fait, donc du coup, on est très heureux de ça et c'est une grosse fierté. Ah, t'es dit, tu es venu avec un de tes joueurs, Martin, comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Martin, un petit mot, toi, sur ta carrière, ta première licence de rugby, elle était où? Moi, j'ai commencé au RC Gazivaudan. Ouais. Je crois que j'ai dû commencer en moins de 13. Et après, je suis parti au GUC pour ma première année en senior. J'ai fait qu'1 an là-bas, c'est l'année où il y a eu le Covid. Et après, je suis allé à ISO pendant 3 ans, à peu près, le temps où on était encore en Fed. Marche bien dans le micro. Ouais, Excuse-moi. Et là, depuis 3 ans, je suis revenu au RCG. Tu es revenu au RCG, c'était quoi le but? C'était de boucler un peu, de revenir dans ton club formateur? Comment? Ouais, j'étais beaucoup venu en tant que supporter voir les matchs du RCG et ils m'ont attrapé. Ils t'ont attrapé. Et les dirigeants maintenant. Et je suis tu dirigeant fais les aussi. deux. Ouais, quand on se fait attraper, c'est terrible. Ah oui, donc ouais, vous attrapez bien du coup, je le lâche plus. visiblement. Le RCG, ce début de saison, comment on peut le préciser? Est-ce que c'est équilibré, un petit peu décevant? Comment vous le vivez, vous vivez, vous? Moi, je vais parler un peu plus, il va rentrer un peu plus dans le Ouais. sportif. Moi, je parlais un peu plus large. On a changé complètement tout le staff déjà de l'équipe senior. Voilà, par le fait, des nouveaux coachs, des nouveaux staffs, etc. Donc, on partait un peu dans un état d'esprit où ça remotivait beaucoup les troupes qui perdaient un petit peu en motivation ces dernières années. Donc, du coup, ça a plutôt bien commencé. On a fait on a pris sur la première partie de saison, on prend quasiment 1 point à tous les matchs qu'on gagne. Enfin, quand on perd, on prend toujours des bonus. On accroche des belles équipes. Donc, Dans une poule, on en parlera dans tout à l'heure, une poule, qui est quand même dense, mais niveau relevé, hein. c'était quoi l'objectif que vous étiez fixé en début de saison? L'objectif qu'on s'est fixé et qui reste le même, c'est de finir dans le top 4. Ouais. Maintenant, c'est vrai on est sur un tout nouveau cycle rugbystique, on a des habitudes à perdre, d'autres habitudes à prendre. Donc ça a fait beaucoup de bien au début, ça a mis une bonne émulation dans le groupe, ça a rebattu un peu les cartes aussi pour certains joueurs. Maintenant, on a aussi le lot de beaucoup de clubs où on n'a pas forcément un effectif très Vous garni. êtes combien en senior, par exemple? 57. 57. Licenciés. 57 au début de 57 l'année. licenciés, il faut enlever quoi, 10% de fantômes habituels? Voilà, on va dire Ouais. qu'on arrive à 30 aux entraînements, entre 25 Une et 30 trentaine aux aux entraînements en entraînements. général. Entre ça et les blessés, les choses comme ça, c'est sûr que Du coup, suffisant pour faire une équipe réserve? Difficile? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. On essaye, on se bat un peu, hein, les mecs, il faut aller les chercher, etc. Et On alors, a qu'est-ce déjà qui fait fait 2 que forfaits. quand on a une grosse formation, une grosse école de rugby, on n'arrive pas forcément à transformer après chez les seniors? Ça fait partie les jeunes, la formation. Ça fait on a partie du beaucoup de boulot. gamins. On est un Ça peu- va venir après. On a un club qui n'est pas très vu non plus, hein. On n'a que 30 et quelques années. Ouais, c'est vrai. Donc ça commence. Il y a eu un énorme boulot qui a été fait à l'école de rugby. Là, il y a un boulot qui va arriver vraiment très Donc, important ça sur va les jeunes. payer dans quelques années. Il va y avoir une On montée espère en bien senior, travailler et ouais. faire le nécessaire pour ça. Hein. Du même principe de l'école de rugby, faire pareil sur les jeunes qui vont découler sur les seniors derrière. Hein. C'est vraiment l'idée. Je pense qu'on a les capacités. Après, il faut vraiment envoyer. Aujourd'hui, on a quand même 3 employés au club aussi. Et donc ça va beaucoup aider. Là-dessus, on mise quand même là-dessus aussi pour que ça bosse. 3 employés, 3 salariés. On a un CDI et 2 alternants. Ouais. Ah, super. Merci pour la présentation du RCG. On va passer plaisir. aux Échirolois et on va commencer par Pépite. Alors, on va commencer comme ça. Idriss, pourquoi on te surnomme Pépite? Oula, une histoire d'adresse mail. Quand Quand je suis arrivé au club. C'est vrai. juste une C'est histoire, juste ça, une parce histoire que là- d'adresse mail. Parce que moi, j'ai même des gens qui ne te connaissent que par Pépite. Oui, mais mon club, il y en a Bah, qui c'est- savent pas que je m'appelle Idriss. Hein. Ils me disent, j'ai dit, il y a Pépite qui vient. Je dis, mais tu connais le nom? Il me dit, c'est Pépite, quoi. Ouais, c'est Ouais, Pépite. c'est ça. C'est comme ça depuis presque 20 ans. Ah, c'est 20 ans, incroyable. Ouais. Alors, tiens, on va parler un peu de, justement, de ta carrière à toi, Idriss. Tu as commencé le rugby à quel âge? À 19 ans, Tu as commencé à tard aussi. Échirol. À Ouais, j'ai Échirol. commencé tard parce que ma mère voulait pas que je fasse du rugby C'est avant. vrai. Mais J'avais pas le droit. t'avais le Voilà. focus. Puis un jour, j'ai un copain qui a signé Échirol. Il m'a dit, viens essayer avec moi. Et voilà. Donc depuis saison 2007-2008, si je me trompe pas, Ah ouais. je suis à Échirol. Ah, c'est marrant ça, du coup, tu t'intéressais avant au rugby, avant d'être... Ouais. T'avais envie, mais t'avais pas le droit. J'ai quoi. toujours voulu, mais plus jeune, j'avais pas le droit. Hein. Et ta maman, elle est venue après quand même te voir ou... Une fois dans ma vie. Ah, une fois. Une fois, et puis elle m'a dit plus jamais. C'est pas, je crois qu'il y a plusieurs mamans Ouais. qui le vivent comme ça. C'est bon, du coup, ce club des Chirolles, tu vas nous en parler un petit peu, mais là, ça fait quoi, combien d'années tu as dit de licence? Ça fait, 2007-2008, donc on est sur. presque 15
15, ouais, un peu 15 ans, plus, là. presque 20 ans bientôt 15 ans, ouais. que tu y joues. C'est un club de la banlieue grenobloise, c'est le club de ta ville, du coup, j'imagine. Oui, à peu près. Ouais, à peu près, À ouais. peu près, j'habite à Hébin. Ouais, c'est pas loin. Il n'y a pas de club à Hébin. Moi, ça a toujours été mon club. Après, c'est compliqué, nous, des fois, à Échirol, parce que beaucoup de sport. Et oui, beaucoup de sport. Dans Échirol, il y a beaucoup de sport, donc c'est compliqué d'avoir des licenciés. On a eu des passes où, la dernière fois qu'on est venu chez toi, Ouais. je crois qu'on était 25 licenciés en senior. Ouais, c'était dans le creux un peu de la vague. Ouais, C'était on fait difficile. quand même cette année, on fait quand même phase finale à 25, mais Ouais. c'était dur sans équipe réserve, sans. Avec quand même, mais peut-être Jérôme en parlera aussi, mais une particularité à Échirol, notamment cette année, encore, hein, c'est d'avoir énormément de joueurs Et formés. maintenant, je crois que sur le groupe senior, il y a presque des mecs d'Échirol. Ouais, c'est 20 sur 22, 20 oui, sur 23, on on est, doit être à 20 sur 22. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un travail de formation qui a Oui, payé. la formation a payé, elle va payer encore l'année prochaine. Ouais. Les moins de 19 tournent à plein régime, en espérant donc tous ceux qui vont monter, je crois qu'il y en a pas mal, ça va faire encore du bien au club, en senior. Donc c'est cool, c'est chouette de faire des saisons comme ça. En plus, en faisant des grosses saisons, les jeunes, ils ont envie de monter en senior plus facilement avec nous. Eh ben, Idriss, on va faire parler un petit peu ton coach. Jérôme, toi, tu as une carrière un peu plus longue. On va déjà parler de ta carrière de joueur qu'on a oublié un petit peu. Carrière de joueur, tu as commencé à quel âge? À 6 ans. À 6 ans. Et Ouais. ton premier club, c'était donc L'Union Athlétique Côtoise, la Côte Saint-André. Côte Saint-André. La Côte Saint-André, premier club. Et ensuite, Grenoble. FCG, En du parallèle coup. de mes études universitaires, centre de formation à Grenoble, j'ai joué jusqu'en espoir, Ouais. parce que ça s'appelait la Nationale B à l'époque. Ouais. Et après 5 saisons à Montmélian, On va dire. voilà, une petite parenthèse de 5 ans. Et puis après, à 35 ans, j'ai eu la bonne idée de rattaquer pendant une saison et demie à Voiron. Voilà. Tu as terminé à Voiron, du coup, ta Terminé à carrière Voiron. de À joueur. 36, 37, j'ai dit stop, j'arrête. Ouais, Voilà. c'était trop. Bon, après, tu as fait quand même des clubs marquants. Montmélian, j'imagine, c'est un Ouais. club qui est marquant. Ouais, c'est un club qui m'a marqué. Ouais. ouais. Je sortais d'un parcours de 5-6 ans à Grenoble. Et c'est un club qui m'a marqué parce que structuré de haut en bas, des bénévoles disponibles à chaque entraînement, tous les week-ends. Donc, tu n'es pas forcément étonné quand tu les vois aujourd'hui. Ouais, je pense qu'ils ont la gardé progression ce qu'ils ont. fibre-là et ça marche aujourd'hui en développant aussi d'autres choses, des structures, le recrutement, certaines choses, mais ils ont gardé une vraie ADN de club à l'entrée de la Savoie là et voilà. Alors, tu as terminé à Voiron en tant que joueur. Et après, explique-nous la transition. Alors, en fait, moi, en parallèle de ma carrière de joueur à Montmélian, Voiron, etc., j'ai gardé toujours un pied au club de Grenoble. Ouais. J'étais pendant 4 ans responsable de l'école de rugby. Et après, de 2006 à 2024, j'étais directeur sportif du centre de formation. En parallèle, j'ai entraîné les Crabos, les Réchelles, les Espoirs. J'ai été aussi au contact du groupe pro pendant 5 saisons avec différentes missions sur l'entraînement individuel. Et puis voilà, et l'aventure s'est arrêtée en 2024. Alors, sans revenir trop en profondeur quand même, mais Mhm. sur cette période grenobloise, tu as vécu énormément de choses. Déjà sur la formation grenobloise, puisque tu fais partie de ceux qui ont vu passer toutes les pépites justement qu'on voit aujourd'hui, mais pas du coup, mais Oui, les après. autres pépites. Pas vu passer, moi. Je parle des Capozzo et compagnie. Ouais. Une formation grenobloise qui est réputée. Maintenant, Oui, bien sûr, tu as ouais. forcément contribué à ça. Je pense que c'est beaucoup de fierté pour toi d'avoir vu passer beaucoup de Ah qui oui, sont en bah top ça, 14. mon parcours sportif il reste une fierté là-bas, enfin sur l'accompagnement des jeunes, la formation. Après, j'étais loin d'être le seul. Ouais. Et je rebondis sur le travail le travail de fond que veut mettre en place, que fait déjà le club du RCG. À n'importe quelle échelle, nous on a eu aussi des périodes très creuses à Grenoble et on a mis des fois 5 à 10 ans pour remonter. Arriver de nouveau à avoir des titres chez les jeunes en Crabos, en Réchelle, en cadet il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et c'est vraiment un travail de fond et c'est une implication de tout un club et d'un ensemble d'éducateurs. Avec Voilà. un Et il faut accepter qui est fragile aussi. Hein. Ça peut, dès qu'on lâche, non, mais dans n'importe quel club, je pense, à partir du moment où les gens impliqués vont lâcher sur le travail de formation, forcément ça peut très vite se détricoter. Ouais. Voilà. Alors du coup, comment, j'imagine que la passerelle quand tu as vécu 10 ans, 15 ans au FCG dans une structuration très pro, Ouais. repartir sur de l'amateur en R2, c'est parce que tu n'es pas reparti en fédéral, tu as choisi la régionale 2. Ouais. Explique-nous déjà comment tu es arrivé à Échirol, pourquoi. J'étais pas forcément parti pour réentraîner tout de suite. Et puis c'est fin juin, le président d'Échirol, Philippe Chaurier, qui m'appelle. Je dis pourquoi pas, en tout cas écouter, échanger, se rencontrer. En fait, on a passé toute une après-midi avec les entraîneurs et le président. Et ça a matché. J'ai trouvé le projet sympa, simple,
assez humble, avec des gens qui connaissaient bien les joueurs et de ce qui m'ont fait transpirer, un groupe plutôt établi avec beaucoup de joueurs chirolois. Donc j'ai adhéré au projet et puis je me suis retrouvé le 22 juillet sur le terrain. Mais alors, voilà. cette bascule, elle n'a pas été trop compliquée entre justement, parce que même quand tu étais avec les Crabos, tu jouais que des gros clubs, Ouais. des clubs de structure pro, et là tu arrives en R2, tu vas à ISO, tu vas au RCG, c'est un autre rugby. Alors pour moi, c'est pas un autre rugby. Le rugby reste le même. Et en tout cas, il y a des choses qui sont applicables au très haut niveau et à ce niveau-là aussi. Voilà. Sur les fondamentaux ou autres. Et je leur fais assez la chasse tous les week-ends et toute la semaine. Pas forcément sur des trucs très compliqués, mais déjà sur être hyper rigoureux sur tous les fondamentaux. Et ça, c'est vrai à n'importe quel rugby, n'importe quelle division, n'importe quel niveau. C'est ton maxe principal, tu Ouais, penses, voilà. de travail. Après, là, j'essaye d'apporter et de m'adapter au groupe de joueurs qu'il y a, parce qu'il y a un groupe de joueurs qui a déjà un sacré vécu, qui a des phases finales depuis 2-3 ans en R2. Donc je ne suis pas arrivé en ayant l'idée de tout chambouler, d'apporter un nouveau projet de jeu. J'ai plutôt été dans l'adaptation à ce qui se faisait et en essayant d'améliorer ce qui me semblait perfectible. Regarde ce que j'ai pu voir en arrivant. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué justement sur la régionale, ce rugby régional que tu ne connaissais pas forcément? Franchement, moi je suis agréablement surpris par le niveau. Ouais. Il n'y a pas un week-end où il y a toujours des matchs qui sont intéressants à jouer, des deux côtés. On n'a pas fait un match, alors je tire peut-être un peu le trait, mais on n'a pas eu de match de patachon à jouer un dimanche. Ouais. Ça, même quand on va à Culin, au Maule, dans des conditions météorologiques difficiles, on a toujours eu, nous, la volonté de jouer, des adversaires qui étaient sur ce créneau-là, donc je suis plutôt agréablement surpris par ce qui est proposé en termes de jeu. Ouais. Alors, Échirol, cette année, c'est combien de joueurs en senior? Je ne saurais même pas te dire le nombre exact, on a un peu plus de 60 licenciés. De base, c'est un peu plus de 60. Ouais, ça fait des entraînements. Mais pareil, il y a un petit pourcentage de joueurs qu'on voit quasiment jamais. Ouais. On rajoute un peu le froid l'hiver, les blessés. Ça fait quoi, une 40-45 à l'entraînement? Alors on a... Là aussi, en tout cas pour moi, sur mon expérience à Échirol, je m'attendais à ce qu'on soit des fois moins nombreux. Et le moins nombreux qu'on ait fait pour l'instant, c'est 22 un 14 août. Ah oui, voilà. D'accord. Donc il y a quand même toujours. Et on arrive à être, sur les semaines de match, on arrive à être le mardi et le jeudi en moyenne entre 30 et 35. Ouais. D'accord. Des fois, on est un petit peu moins. Et quand on est vraiment nombreux, peu de blessés, on arrive à être pas loin de 40 à l'entraînement un jeudi soir. Ouais. Alors on parlait justement. Donc c'est une force aussi pour le. Ouais, c'est une force pour le club. Ça nous aide à travailler aussi, hein, forcément. Et on parlait de la formation tout à l'heure avec Idriss, mais toi qui as connu cette formation grenobloise, du coup là tu vois la formation de ces clubs à côté. Alors tu bossais forcément un peu avec les clubs à côté quand tu étais au FCG, mais Échirol aussi est un club qui veut axer son travail sur la formation. Échirol aujourd'hui bénéficie de la formation qu'ils ont fait il y a très longtemps, parce qu'il y a toute une génération de joueurs, on va dire entre le 98 et les années 98 et 2004 qui se retrouvent en équipe première, avec quelques anciens qui tiennent la baraque aussi. Il en faut quand même. Voilà. Donc aujourd'hui ils baignent plein dedans. Et c'est un club qui a dû lâcher un petit peu à un moment donné ce travail sur la formation. Et donc ça se ressent un petit peu. Il y a un petit creux, je sais, sur moins de 14, moins de 15, moins de 16. Il y a une belle génération moins de 19. Et il y a une réelle volonté de remettre plein pied sur les écoles, de rebooster vraiment la formation. Ça, c'est déjà lancé depuis 1 an ou 2. Et de ce que j'ai pu entendre dans certains temps de réunion ou avec mon président, il y a une vraie volonté de retravailler un peu comme le fait le RCG dans le secteur des Chirolois, de remettre la main encore plus sur la formation. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Les objectifs que vous vous êtes fixés sportivement cette année? Alors, les joueurs ont ouvertement dit qu'ils souhaitaient monter en R1. Ouais. Voilà. Donc après, on va tout faire pour y arriver. Mais c'est un chemin qui est long parce que déjà bien figuré sur la phase de poule. Et puis après, il faut gagner un quart de finale, il faut gagner une demi-finale, il faut gagner une finale. Et si on est en finale et que malheureusement on la perd, il faut repartir encore sur une demi ou un quart de finale de région, enfin de ligue. Donc Alors, Idriss, tu confirmes, l'objectif c'est d'aller chercher la montée? 2 ans, 3 ans qu'on fait demi. Ouais. À un moment, il faut passer ce palier. Faut y arriver. Il faut que les jeunes ils aient quelque chose, ils gagnent quelque chose. Il faut y arriver. Au-delà même de la montée, c'est ce qui est ressorti moi en ne connaissant pas encore beaucoup les joueurs. Quand les joueurs sont positionnés un petit peu sur les objectifs de saison, il y avait au-delà du fait de monter, il y avait aussi cette volonté de toute cette génération de joueurs de dire on voudrait bien soulever un bout de bois. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est des choses qui marquent, qui sont marquantes dans un club. On va revenir justement au match. Je repasse du côté RCG. On va remettre quelques images de la rencontre. On savait du côté du RCG qu'on allait affronter un gros morceau. Oui, forcément. Je pense que Échirol, c'est l'une, voire la meilleure équipe de cette poule.
Ouais, une poule Maintenant, dominée, il y a Échirol, il y a ISO et il y a le SOA. Voilà, c'est les 3 clubs qui sont un petit Voilà. peu au-dessus de la poule. Voilà, qui domine quand même globalement la poule. Maintenant, sur une équipe comme ça, si on n'envoie pas, on n'arrive pas à élever notre niveau de rugby, on n'arrive pas à mettre les ingrédients pour, forcément ça va pas. Et là, vous étiez préparé pourtant à affronter ça? On espérait être préparé. Maintenant, visiblement, on l'était pas assez. Ouais. C'est vrai que le score est quand même très lourd à la fin, mais bon, on n'a pas d'excuses à trouver. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Et contre des grosses équipes, ça se paye cash, quoi. C'est-à-dire que pour toi, là, qu'est-ce qui vous a manqué là sur ce match? Justement, élever notre niveau, être capable de circuler beaucoup plus en défense, imprimer des temps de jeu en attaque. On n'a pas vraiment respecté notre plan de jeu. Donc c'est un tas de choses qui font que tu prends un score qui est un peu fleuve, mais voilà, il va falloir qu'on relève la tête pour la fin de la saison. Jérôme, de ton côté, les joueurs ont écouté les consignes ou pas? Déjà, ils ont répondu présent parce qu'on a, avec un match reporté, on est dans un bloc de 5 matchs. Et c'est toujours compliqué. On gagne à Jarry le week-end d'avant, ce que les joueurs appellent le derby là pour nous. Et en fait, en gagnant à Jarry, ça relance aussi un peu le RCG dans la course, dans leur objectif à la 4e place. Donc nous, toute la semaine, c'était déjà faire un meilleur match qu'on avait fait à Jarry par rapport à notre jeu, notre fond de jeu qu'on va essayer de travailler. Mais aussi beaucoup de méfiance parce que c'est une équipe qui, si elle voulait nous accrocher chez nous, c'est aussi, ils se relançaient complètement sur la course à la 4e place. Donc surtout prendre cette équipe au sérieux, qui allait venir pour vraiment défendre le bout de gras jusqu'au bout. Et les joueurs ont répondu présent sur l'état d'esprit et aussi sur le jeu. Donc, voilà. Idriss, satisfait, j'imagine, toi, du résultat et du contenu, du coup? Du contenu, oui. Je vais être honnête, pour ma part, c'est un match qui me tenait à cœur contre le RCG. Il y a des matchs comme ça, c'est pas le RCG, c'est des derbies. Ouais. Quand on va à Jarry, on reçoit Jarry, le RCG, un peu autour de Grenoble, on est tous dans le même bassin. Donc ouais. moi, c'est des matchs qui me tiennent à cœur. On joue depuis des années les uns contre les autres. C'est une notion de derby quand même qui est intéressante. Ils ont gagné chez nous, on a gagné chez eux pendant des années, enfin voilà, vice-versa. Donc moi, c'est vrai que c'est dans les vestiaires, quand je leur ai parlé, c'est des matchs où je voulais qu'on gagne, je voulais qu'on enfonce au clou, qu'on soit... voilà. Parce que finalement, on se trompe souvent, on va mettre cette notion de derby dans les villages, mais en fait, même dans les villes de la banlieue, c'est exactement pareil, finalement. Surtout qu'on joue, presque chaque année, on joue les uns contre les autres, donc après des années plus ou moins bien, hein, ils ont eu... un coup l'un, coup l'autre. RCG nous a déjà mis des raclés chez nous, voilà. Donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur, et puis de faire dans le contenu, comme il dit Jérôme, un très bon match, c'était important. T'es dit, toi, pas trop déçu du coup de ce résultat et... Forcément déçu. Après, on savait que face à une équipe pareille, fallait être très très bon. Au match aller, on avait sorti un gros match. Nous, de notre côté, du moins, on perd à la dernière minute. C'était un match hyper serré, hyper accroché. Et c'est vrai que on savait qu'on était vraiment sur une belle lancée. Après, sur un match retour comme ça, on ne savait pas trop non plus à quoi s'attendre. Et comme il dit Martin, aussi bien on pouvait vraiment se mettre au niveau un peu de l'adversaire, ce que le RCG est capable de faire dans les meilleurs comme dans les moins bons matchs. Et ça, aujourd'hui, Chirol a pris le dessus ce week-end et on n'a rien pu faire. On va regarder le classement ensemble, puis comme ça, on va continuer à en discuter. Martin, tiens, on va mettre le classement, s'il te plaît, à l'écran. Voilà, on le voit, vous êtes 5e, Jarry est devant, il y a 5 points, c'est la carotte, c'est d'aller chercher Jarry, ou on sait qu'après il y a une consolante aussi pour les équipes qui terminent à partir de la 5e place. Vous, la joueur, vous vous dites quoi? On va quand même garder notre objectif de 4e place, même si on sait que ça va être assez compliqué. Il va falloir qu'on gagne quasiment tous nos matchs si on veut être réaliste. Maintenant, si on finit malheureusement 5e, on ne va pas non plus arrêter de jouer au rugby. On va jouer cette consolante. Il y a un bout de bois à gagner à la fin, même si ce n'est pas synonyme de monter. On va quand même continuer à jouer et ça serait bien pour le groupe de repartir cette saison avec quelque chose, quoi. Ouais, t'es dit là, pour terminer 4e, il faudrait quoi, 4 victoires et espérer des faux pas de Jarry. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a déjà 2 forfaits en réserve. Oui. Donc ce qui nous coûte, on va dire, 2 points en gros sur Jarry, qui eux en ont pas. Oui. Donc on est à ça, moins 2 encore. Donc ça, Saint-Égrève, eux, ont 0 points. Donc ça va être très compliqué d'accrocher cette place. Après, il faut qu'on fasse le nécessaire sur nos concurrents un peu directs. Je pense à Mété, je pense au RCCN derrière. Après, à Jarry, ça va être un match assez intéressant. Je pense qu'on les reçoit. On en a pris une bonne chez eux. C'est pas, on n'a pas de réserve et on n'a pas vu le jour.
ça va être un esprit un peu revanchard pour. Donc là, l'objectif, pour il est les quand même de joueurs. construire sur plusieurs saisons. Ce que j'ai compris de votre club, c'est la saison actuelle, c'est une construction pour la suite quand même. Oui, tout à fait. Après, voilà, il y avait pas. Il y a quelques années, on a bien vécu sans faire peut-être trop attention non plus aux effectifs qui réduisent de plus en plus. Tu vois passer beaucoup de clubs. Je pense qu'en senior, maintenant, tous les effectifs commencent à diminuer un peu. Hein. Après, ça, c'est peut-être mon point de vue. Je ne sais pas si c'est réel. Mais les gens jouent. Un peu les anciens, ils jouent quand même peut-être un peu moins longtemps au rugby maintenant. Donc, forcément, les licenciés, ça diminue parce qu'il n'y a plus 50 000 montées. Il y en a toujours, mais peut-être un peu moins qu'avant, j'ai l'impression, dans les clubs. Comme le nôtre. Donc il faut bien penser à ça et bien structurer en bas pour arriver à alimenter en haut. Voilà. Et pas penser à que alimenter en haut pour vivre. Quoi, voilà. Normal. Et à côté Chirolois, une victoire qui, Jérôme, en tout cas au niveau arithmétique, elle vous positionne plutôt bien pour la fin de saison là. Alors oui, alors après il y a ISO qui a un match en moins. Ouais, il y a un match en moins devrait d'ISO. prendre 5 points, donc ils sont en fait à un point derrière nous. Si on veut vraiment figurer quasiment de manière certaine dans les deux, il faut les gagner à Albertville dimanche. Ouais, Voilà. ça c'est un petit peu le message pour Donc les joueurs. en plus de féliciter les joueurs et leur dire de bien arroser la victoire contre le RCG, on leur a surtout dit que on s'est donné l'occasion en gagnant ces 4 premiers matchs sur un bloc de 5 d'aller chercher d'aller faire un truc sympa à Albertville, mais ça ils vont pas nous la donner. Et c'est une équipe qui s'est renforcée, qui fait des gros scores actuellement. Donc voilà, c'est aussi un match pour progresser encore, avancer, se confronter à une grosse équipe, je pense qu'il sera encore différente du match aller. Donc c'est bien. Idriss, quand tu vois le classement aujourd'hui par rapport à malgré tous vos objectifs que vous étiez fixés en début de saison, il y a quand même un peu de fierté de voir Échirol en tête comme ça. Là. Qu'on a fait chez nous contre ISO, ça faut pas qu'on se doit à nous-mêmes, je pense. Même si ISO c'est une très belle équipe, si on avait été meilleur dans la conquête, ça n'aurait pas été le même match. Je suis assez fier de ce classement, d'être premier comme ça. C'est assez beau avec une équipe assez jeune, quand même s'ils ont déjà des phases finales. La moyenne d'âge, si on me sort de l'équipe, la moyenne d'âge, elle tombe. Elle tombe bien, elle doit avoir 25 ans. Donc c'est pas mal. Et juste autre chose, je voudrais aussi parler de notre réserve. Bien sûr. Qui, à part la semaine dernière à Jarry, est tombée, roule quand même sur à peu près tout le monde. Excusez-moi du terme, mais les féliciter parce qu'on ne parle pas d'eux. Alors non, mais on peut en parler. Ouais, voilà, avec des mecs, je parle d'eux parce qu'il y a des mecs dans cette équipe réserve qui ont mon âge. Il y a 4-5 gons qui ont 39 ans, 40 ans même, et plus des jeunes, et qui font une sacrée saison aussi, donc c'est beau. Ça veut dire quand même qu'il y a un réservoir à cette équipe de il y a un réservoir, il y a une belle réserve, même s'il y a 4-5 mecs qui sont revenus pour faire un one-shot et ils sont ressortis de leur retraite pour venir faire quelque chose. Il y a des jeunes avec eux, ils les amènent et c'est beau. Et j'avais posé cette question aux Uselot qui étaient venus, mais la question, c'est la même pour vous. Le fait d'être en tête, j'imagine que même dans la vie du club, au niveau des bénévoles, au niveau des jeunes, ça doit créer quand même un peu une dynamique, une effusion. La vie, elle est plus facile tout d'un coup dans le club. Quand tes deux équipes sont en tête, en plus, c'est vachement... Ça a fait beaucoup sourire les Saint-Marcelinois, mais on va en parler, vous inquiétez pas. C'est vachement plus facile à vivre. Merci en tout cas, messieurs. Merci Idriss. On va passer à la suite. On était sur donc, cette régionale de poule 4. On va passer à la poule 5 maintenant. La poule 5 avec la victoire. On a les images, tiens Jérôme, de ton club formateur, de la Côte Saint-André. La Côte Saint-André avec 2 essais de Ré, de Émail, de Bureau et de Bourg contre un essai de Bonvalet pour les Silanais. Les Silans qui vivent une saison compliquée avec un effectif un petit peu court, mais qui se bat pour essayer de monter quand même une équipe à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de certaines équipes, alors pas de tout le monde, mais de certaines équipes qui sont un peu courtes en effectif. Quand il y a des gros clubs aussi à côté, c'est pas forcément évident. Et du côté de la Côte, une victoire qui va faire du bien, et on le verra tout à l'heure sur le classement, qui est importante. Thonon s'impose du côté de la Verpe, la Verpillière, 22-15 dans un match important. Saint-Laurent-du-Pont continue son super championnat en s'imposant 47-19 à la maison. Thônes
cartonne face à Varassieux et l'Aravoir également contre le CSGB 60-14. Le classement, s'il vous plaît, avec Thonon qui est donc premier devant Chartreuse, Thônes et la Verpillière. Hein, et ça va croiser, messieurs, avec les deux poules. C'est-à-dire que si vous terminez premier ou deuxième, vous jouerez, par exemple, aujourd'hui, Thônes ou la Verpillière. Et on le voit là, la Côte Saint-André sur ce classement qui est un petit peu détaché. Il va falloir s'accrocher. Il reste peu de matchs. Il y a une dizaine de points. Ça semble quand même beaucoup dans cette régionale 2, poule 4. On va passer à la régionale 1. On grimpe d'un niveau. Avec la poule 2, s'il vous plaît, et des victoires à domicile, notamment pour l'Arcole, pour le Col, pour l'Étoile du Bugey, pour Ambérieu à l'extérieur et pour Unieux à la maison face au pays de l'Arbrel. On va regarder le classement avec l'Arcole qui est premier devant Ambérieu, le Col et le RC Vel-Saône. Voilà pour ce classement. On voit que les Côtes d'Arrée et la Cévennes joueront bientôt un match pour leur survie, hein, les deux voisins. Ça va être un match extrêmement intéressant en régional 2. Poule 5, la suite, c'était la régionale 1, pardon. Poule 2 maintenant avec Belleville, qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine sur le plateau, nos amis de Belleville, qui s'imposent à la maison avec des essais de Andrieux et de Meunier contre des essais de Chaunard et de Guiraud contre le SAB, hein, les Bressans. Voilà, Belleville qui avait fait une montée il y a quelques saisons en Fête 3, qui était redescendu et qui se reconstruit. Ils viendront nous expliquer un petit peu la reconstruction de ce club de Belleville sur notre plateau la semaine prochaine. Haute-Bresse s'impose à Chassieux. Meximieux et le Pays d'Ozon s'imposent à domicile. Le classement de cette poule avec Belleville qui est premier devant Haute-Bresse, le SAB troisième, puisqu'il n'y a que 3 équipes qui se qualifient. Dans cette poule, on passe à l'autre poule de Régional 1, la poule 3 avec l'US de Pont qui s'incline malgré un très bon match et une belle continuité, mais il s'incline à l'extérieur, voilà, du côté du Boc-Belay. Et on va écouter le Pilou-Pilou en direct du Boc-Belay. Belay qui avait marqué par Schuster et Frédrier, et Pont-de-Clé qui avait marqué par Verdure. Et voilà pour le Boc-Belay, une belle victoire à la maison. Une autre victoire à la maison, c'est le GUC qui s'impose 30-15. Et là, avec des essais de Martinez, de Mikou, de Jam notamment, contre Annemasse. Une belle victoire importante. Hein. Annemasse qui marquera par Ponce et par Gardès. Voilà, le Grenoble Université Club qui s'impose à la maison. Namur, qui était pourtant sur une belle série, n'a pas réussi à se défaire du pays de Gex, hein, qui vient s'imposer sur le plateau mathésin. C'est la petite surprise de ce match. Gex qui marquera par Boursier et Martignol. Et voilà. On a un changement de tenue pour Idriss. Il est chaud, c'est normal, c'est normal. Et j'en étais où à Tulin qui s'impose face au Réel 15, les hommes de Fred Gioval qu'on avait reçus la semaine dernière, hein, les Tulinois, qui s'imposent à la maison. Ici, donc un match important pour les Tulinois qui ont marqué par Colin, par Minlas, par 2 fois, Dio et Noyel contre un essai de Biou pour le Réel 15. On va regarder, qu'on avait Fred Gioval à l'écran, le classement de cette poule 3 de Régional 1. Tulin qui est premier devant le Pays de Gex, Faucigny, Lamur 4e, mais voilà, il va y avoir combat pour la 3e place de cette poule qualificative. Lamur qui est à égalité avec Faucigny, Annemasse juste derrière, Pont-de-Clé qui n'est pas très loin avec 35 points. Donc voilà, il y a quand même des choses encore à jouer dans cette division. Allez, on enchaîne. On était là à R1, on va passer en Fédéral 3. La Fédérale 3, poule 4 avec pas mal de... Non, c'est la R1, poule 4, pardon. Hop, je me suis emballé, j'ai passé une étape, j'ai oublié la R1, poule 4. Bien vu. C'est le conducteur, mon cher Kylian, qui s'est écrit à l'envers. On regardera ça tout à l'heure. Priva qui s'impose à la maison contre la Voulte. J'avais promis que je te disais rien, Kylian, mais là, je suis obligé. Je suis obligé, Kylian. Tu as mélangé le conducteur. Il va falloir que tu viennes sur le plateau, Kylian, un jour nous voir. Viens nous voir. Non, tu veux pas ?
on fera. Canton de Marsanne contre Bourg-Saint-Andéol. Le Teil contre Emeux qui s'impose, les Romano-Péageois qui s'imposent 40-24 et Saint-Genis-Laval qui s'impose à l'extérieur. Le classement, s'il vous plaît, de cette R1 Poule 4 avec Canton de Marsanne premier devant Saint-Genis-Laval, Le Teil troisième, Emeux, Eyrieux et Bourg-Saint-Andéol. Alors la suite, Privas et La Voulte sont juste derrière. Ça y est, on peut passer maintenant à la fédérale 3, Poule 3, c'est ça, groupe 3 même carrément, avec La Motte qui s'impose à l'extérieur du côté d'Aix-les-Bains 24-17. On a les images de Viria qui fait une victoire importante du côté d'Annecy-le-Vieux. Viria avec un essai de Taponard, de Membre et de Tissot. 3 essais pour les joueurs de Viria contre Bionnet et Bobel par 2 fois pour Annecy-le-Vieux. Annecy-le-Vieux, le bar, malheureusement, qui n'arrive pas à s'imposer à la maison. Là, petit coup d'arrêt pour Annecy-le-Vieux. On verra tout à l'heure sur le classement également les incidences de ce match alors qu'on regarde les essais de cette rencontre. Voilà, pour les tangos de Viria. On va noter également Monceau et Tarare qui s'imposent à la maison. Le classement, Mézieux ne jouait pas, a été match reporté. Mézieux qui garde la tête avec 49 points devant Tarare, Monceau, Viria et Aix-les-Bains qui est 5e devant Bellegarde. On enchaîne avec la fête 3, Poule 5 maintenant. Et là, il y a pas mal de choses à dire avec la défaite lourde quand même du côté de Renage qui est dans une mauvaise dynamique. Défaite du côté de Châteauneuf-Saint-Marcel pour les Renageaux rivois. Et la dynamique qui s'est un petit peu cassée. On avait commencé une remontada du côté de Volnavé-Visil. Mais malheureusement pour eux, une défaite à la maison 14-9 dans un match un peu tendu a priori. Cessin, et là on a les images de la grosse victoire contre Ampuis qui était leader, parce que Cessin a fait tomber le leader du championnat. Et ça, c'est extrêmement important, avec des essais de Pachot, Rébois, Carmou, notamment. Et du côté de Ampuis, Gravier et Augier auront marqué. Et Cessin qui va du coup se replacer véritablement dans ce championnat avec cette victoire contre le leader Ampuis. Pour Ampuis, rien de dramatique de perdre à Cessin, évidemment, mais voilà, ça va relancer un petit peu ce championnat avec les joueurs de Cessin. On va voir aussi quelques belles images qu'on a, notamment de nos confrères et amis d'Aura Sport Émotion, qui nous envoie quelques belles images qu'on va montrer pour les joueurs de Cessin qui font donc tomber le leader. Le classement de ce championnat fédéral 3 avec Ampuis, donc qui garde la tête, premier devant Tournon, Châteauneuf-Saint-Marcel est 3e, Cessin est 5e, vous voyez, devant Rodia, Lasmida, et attention derrière, c'est quand même serré, Renage 24, Volnavé 19 et Beaurepaire 18. La fin de championnat va être tendue du côté de la fédérale 3. Allez, on va passer à la fédérale 2. On s'approche, messieurs les Saint-Marcelinois, on y arrive, vous inquiétez pas. On y est bientôt, mais on va d'abord commencer par l'autre poule avec la victoire de Rieux-la-Pape. Tiens, on va commencer par Rieux. On a les images de cette victoire de Rieux avec des 2 essais de Quatrain et de Soulier. Rieux qui s'est imposé contre Saint-Savin. Saint-Savin qui marquera par Sauer. Ça, c'est un match important dans le milieu fin de classement. Saint-Savin qui avait mis à profit ces matchs en retard et qui, du coup, maintenant va devoir cravacher sur cette fin de championnat. On a les images également de la Bièvre. On a un interview qui n'était pas dans le conducteur, mon cher Kylian. Je ne pouvais pas le deviner. Et voilà, bien sûr, l'interview du coach de Saint-Savin par notre ami d'ailleurs Kylian qui était en déplacement du côté de Rieux. On l'écoute. J'en ai plein le cul, on bosse comme de la merde. Les transitions d'entraînement, c'est de la merde. C'est pareil le dimanche. Tout le monde parle à l'arbitre. Toi, à la fin du match, ferme ta gueule. Vous n'avez rien à dire. Tout le monde, tout le long du match. Vous parlez tous, tout le temps. Vous commentez tout. Que ce soit les choix d'arbitre, les choix des bons. Fermez vos gueules et mettez-vous dedans. C'est tout le temps l'excuse. Il y a toujours une excuse, il y a toujours la faute de quelqu'un. Putain, remettez-vous en question et bossez. On n'est pas des seniors, on est des putains de diamants, on est une équipe de diamants. Donc je garantis que c'est sûr qu'il va falloir que ça bosse. 1, 2, 3. Ouais, donc voilà, on avait ce match contre Rieux qu'on avait vraiment pointé sur le calendrier.
comme une finale du maintien, quoi, une finale avant l'heure, quoi, hein, du maintien. Aujourd'hui, on est tombé, il faut le dire, hein, face à une belle équipe de Rieux qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment sur la possession de balle. On n'est pas arrivé à mettre la main sur le ballon. Là, nous, si on prend un peu de recul, voilà, on est une équipe qui vient de monter en Fédéral 2, avec la majorité des joueurs qui évoluaient donc au niveau en dessous. On le savait qu'il fallait du temps pour se mettre au niveau. Là, on commence à se mettre au niveau, mais il en manque encore aujourd'hui parce que il y a des fondamentaux qui ne sont pas respectés. Voilà, donc on a grillé une cartouche aujourd'hui. Il y aura d'autres cartouches, c'est pas la fin du monde. On était sorti de la zone rouge, là on y re-rentre d'un point. On a encore le destin entre nos mains. C'était Mathieu Charaboutique, le coach de Saint-Savin qu'on écoute et vous le verrez effectivement ce classement très tendu également dans cette Fédérale 2. On enchaîne avec la Bièvre. On avait écouté la semaine dernière notre ami et coach Philippe Buffeton de Andrézieux qui allait recevoir la Bièvre, leader, invaincu, seule équipe invaincue de toute la France, hein, tout championnat confondu. Et la Bièvre a continué son championnat avec des essais de Poissard, de Jos Julien, un doublé de Tolon et un essai de Tonabel contre un essai d'Andrézieux de Micolini. La Bièvre qui continue ce championnat complètement stratosphérique. On va voir après cet essai quelques images également de Aura Sport Émotion qu'on remercie. Voilà, la Bièvre qui continue à impressionner et qui pour l'instant fait une saison parfaite. Alors attention, hein, on a eu des exemples dans les saisons précédentes. On parlait de Montmélian tout à l'heure qui avait, après une saison parfaite, s'était incliné en phase finale. Bien sûr, Laurent Mignola en tête, j'imagine, et va faire travailler ses joueurs pour cela. Mais la Bièvre continue d'impressionner et caracole en tête de ce championnat. Le cercle lédonien recevait le 15 de la Dombe. Les essais de ce match avec pour Lons un doublé de Liochon, Lacroix, Chapuis. Et pour le 15 de la Dombe, Bellaton, qui a marqué. Voilà. Et puis, il y avait un autre match également important, Villefranche, qui recevait Saint-Priest et les Caladois qui marqueront par Leroy, alors que les Saint-Priot par Bitter et Jargel, l'ex-demi de mêlée du CS Vienne. Maintenant du côté de Saint-Priest. Voilà, on va regarder maintenant le classement de cette Fédérale 2 pour voir que la Bièvre, avec 68 points, est évidemment leader, 229 de différence devant Saint-Jean-de-Bournay. Donc là, l'écart est vraiment flagrant. Voiron... j'en ai pas parlé de Voiron, tiens. Est-ce qu'on n'a pas parlé? Tiens, on peut repasser les résultats. On a oublié les résultats de Voiron, mon cher Kylian. T'es passé un petit peu vite au classement. Est-ce qu'on peut revenir aux résultats? Puisque Voiron s'incline du côté de Saint-Claude, mais on a les images normalement aussi, non? Tu les as pas? Ah, on a reçu les images de la baie. On n'a pas pu, effectivement. Alors la baie de Voiron qui, elle, avait cartonné du côté de Saint-Claude, mais la une qui s'incline, 7e défaite de l'année pour nos amis voironnais du côté de Saint-Claude. Saint-Claude, attention, une équipe plutôt piégeuse de ce championnat. On va revoir maintenant le classement. Tu peux le mettre, Kylian. Et donc la Bièvre, premier leader devant Saint-Jean-de-Bournay qui a cartonné devant la Tour du Pin. Pareil, on n'a pas reçu les essais de Saint-Jean-de-Bournay, mais il y en avait beaucoup. Et je n'ai pas donné les résultats. Kylian, tu allé un peu vite, mais 68-0 de mémoire pour Saint-Jean-de-Bournay face à la Tour du Pin. La Tour du Pin qui passe complètement à côté de son match. La Bièvre, leader devant Saint-Jean-de-Bournay. Voiron, Lons-le-Saunier, Saint-Priest et Saint-Claude dans les qualifiés. Et je disais tout à l'heure, Voiron avec 7 défaites qui malgré tout reste 3e de ce championnat. Derrière, Saint-Savin, 24 points. Juste devant Rieux, 25. Le 15 de la Dombe, 29. Et derrière, la Tour du Pin, 20 points. Rien n'est joué ni devant, ni au milieu, ni derrière, puisque devant, la Bièvre terminera premier, c'est sûr. Devant Saint-Jean-de-Bournay, c'est quasiment certain, puisqu'ils ont quasiment 10 points d'avance. Voilà pour la Fédérale 2, poule 2. Et on a vu, messieurs les Saint-Marcelinois, une poule plutôt régionale, ce qui n'est pas forcément votre cas. Mais avant d'en parler, on va vous présenter. On va commencer par toi, Cyprien. Comment ça va? Ça va très bien. Alors toi, tu es venu, tu n'as pas forcément joué parce que tu étais blessé. Déjà, la première chose, comment tu vas? Voilà, ça va mieux, de plus en plus. Là, je pense que je pourrais revenir dans 1 ou 2 semaines, mais après, voilà, c'est l'épaule. C'est l'épaule. Voilà, donc on va soigner tout ça pour pas sniquer la saison et revenir bêtement sur un match et répéter direct, quoi. Ouais, alors Cyprien, garde la parole. Raconte-nous un petit peu toi ton histoire du rugby. Tu as commencé le rugby où et à quel âge? Moi, j'ai commencé le rugby à Renage. Renage,
toujours, à 14 ans. Ouais. 14 ans. Tu Et dis que après- Renage, c'est plus Renage-Rive, c'est Renage. Ah, je sais pas, on a toujours dit Renage, si, Renage Renage. Rive, c'est comme ça, c'est le premier. C'est Renage. C'est ça. Et après, du coup, j'ai fait toute mon école de rugby là-bas. Et après, j'ai fait un peu de Seven aussi, à la Only. Ouais. Et là, depuis cette année, là, je suis à Saint-Marcelin Sport. Voilà. Du coup, après toute une carrière, on va dire, de rugby à Renage, qu'est-ce qui fait que tu as Exactement. franchi le cap pour aller tenter la fête 2? Bah, j'avais envie de voir un peu plus haut ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est dur quand même de quitter Renage parce que voilà, on est très ancré à ce club. Mais franchement, il y avait des perspectives plus haut. Du coup, j'ai dit pourquoi pas tenter l'aventure. Ouais, Donc, je me tu suis suis quand même encore l'actualité de Renage, tu regardes Toujours, un peu hein, les matchs, toujours. tu as les copains qui jouent un peu. Ah, j'ai les copains qui jouent toujours, donc on suit un peu là. C'est vrai que ça fait mal de voir qu'ils ont enchaîné quelques défaites, mais voilà, et Renage n'est jamais vaincu, donc je pense qu'ils vont réussir à se maintenir et relever la tête. Tu parlais du Seven tout à l'heure, c'est exactement. quelque chose qui est en train de monter. Tu as un ex-Renageois aussi, Arthur Gloda. Arthur Gloda, ouais. Bah, c'est grâce à lui que je suis rentré, Voilà, qui d'ailleurs. était rentré. Exactement. On embrasse François, d'ailleurs, Exactement. François Schmitt à la Ligora qui fait un gros travail sur le Seven. Ça t'a apporté en tant que joueur le Seven, toi? Le Seven, ah oui, franchement, ça apporte au niveau du jeu en 1 contre 1, de la vitesse, et puis même, voilà, le nez, on est bien, franchement, on est bien encadré. C'est une expérience de fou, j'ai rencontré plein de joueurs super, Tonabel, il y a Ouais. aussi Arthur, qui sont de la Bièvre. Franchement, c'est vraiment une très très bonne expérience que je conseille, le Seven, pour tous ceux qui aiment bien le jeu, quoi. Est-ce que toi, tu as aimé est-ce que tu aimes le jeu? Est-ce que tu aimes le Seven, Anthony? Moi, le Seven, très grand joueur de Seven. Tout sur les appuis et la vitesse. Tu aimes le Seven, mais est-ce que le Seven t'aime? Ah, je sais pas. Ça. Jamais eu une très belle histoire d'amour avec le Seven. Non. Bon, tu vas nous raconter toi aussi ton histoire avec le rugby. Elle est un peu plus longue, toi. On a quelques Un clubs peu plus de clubs. Le premier club dans lequel tu as signé, c'était quoi? Bah, tu m'as fait une belle surprise parce que mon premier club, il est à ma gauche. Donc, depuis tout jeune, j'ai dû commencer à 7-8 ans à l'ALE et Chirol. Ah, t'es un Échirolo aussi. Voilà, exactement. T'étais des Chirol même? Oui, j'étais des Chirol au moment où je suis allé jouer à Chirol. Donc, ouais, pas mal d'années à Chirol. Je suis passé par les Crabos du FCG aussi, en jeune. Et c'est là où j'ai rencontré Bibi Ferruy, avec qui je suis parti à Voiron, où j'ai fait 7 belles années là-bas. Donc avec Bibi, t'es parti du coup du centre de formation Voilà, du je l'ai FCG, croisé. à l'époque où il y avait pas mal effectivement de Grenoblois qui avaient C'est ça, c'est la migré, transition où avec Bibi Fabien est Alexandre, parti. Florian Faure, non Florian Faure non, mais Fabien Alexandre qui était venu. Et ben, c'était Florian Faure au début. Florian Faure en premier. Et c'est c'est l'année où Florian Faure signe à Voiron, où moi Ouais. j'arrive aussi à Voiron à 18 ans. Donc c'était toujours sympa d'arriver et de pouvoir jouer avec des joueurs de cette trempe-là. Ouais. Donc c'était cool. J'ai fait 7 ans là-bas. Et l'année dernière, une année à Montmélian. Et cette année à Saint-Marcelin. Alors une année à Montmélian, une seule année du coup à Montmélian. C'était une année charnière parce que je suis arrivé à Montmélian en me faisant opérer de la cheville, Ah donc oui. avec un arrêt de 3-4 mois. Donc j'ai démarré la saison 3 mois après les autres, j'ai pas fait la prépa. C'était un peu plus long, donc plus difficile à revenir, à s'intégrer. Donc voilà, c'est pas une saison où j'ai été à mon meilleur niveau aussi, hein, sinon la vie aurait été peut-être différente. Mais voilà. Alors du coup derrière Saint-Marcelin qui fait une super saison en fait 3, qui monte. J'imagine que vous donnez votre accord pour aller là-bas et puis tombent ces fameuses poules au milieu de l'été. Cette fameuse poule du Sud où vous êtes le seul représentant local et puis avec des déplacements tous les week-ends de plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que ça t'a fait réfléchir à un moment donné? Est-ce que ça vous a fait réfléchir quand c'est tombé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi déjà dans un premier temps, pourquoi Saint-Marcelin, c'est aussi il y a eu un très bon contact avec Zoul et aussi et surtout avec Sylvain Bégon qui arrivait cette année-là à Saint-Marcelin et donc on a quand même pas mal parlé ensemble et franchement tant la personne que les compétences rugbystiques font qu'on peut que se dire que quand on rentre dans un projet avec quelqu'un comme Sylvain et Zoul dans ce projet-là, on peut que se dire que ça sera dans tous les cas une belle saison. Ah, c'est vrai, un peu comme Jérôme qui à Échirol a amené son expérience du FCG, Sylvain qui a été aussi entraîneur en top 14. Forcément, ça, dans le travail, à l'entraînement, vous devez retrouver des choses intéressantes dans la pratique, non? Déjà, ça amène de la confiance quand tu recherches du niveau et que tu
tu veux quand même élever tes standards et toujours continuer à apprendre parce que mine de rien, on est 2 joueurs aussi qui sommes jeunes. Moi personnellement j'ai 26 ans et Cyprien 25. Voilà. donc voilà, c'était le projet justement de passer une belle saison. Après voilà, que ce soit des équipes du Sud, certes c'est des équipes du Sud, mais pour moi ça veut plus rien dire parce qu'on trouve des belles équipes en Isère et autour. Et voilà, la différence, c'est les trajets, comme je le disais tout à l'heure. Alors, justement, on va voir quelques images du stade et de l'environnement saint-marcelinois. Cyprien, malgré tout, cette poule, et on avait reçu Valérie qui nous en avait parlé, c'est pas forcément évident. Des déplacements longs, un week-end sur 2. Des déplacements qui sont très très longs. Quand tu dois te lever à 5h, 4h du matin pour aller jouer à 15h, c'est vrai que faut aimer dormir dans le bus, quoi. Mais sinon, après, franchement, il y a un bon groupe. Du coup, on vit bien ensemble. Donc, malgré le championnat difficile, malgré cette place de dernier, le groupe arrive à pas trop se... on essaye de pas se tirer dans les boîtes. Franchement, on est dans le même bateau. Du coup, là, il faut tout donner ensemble, du début à la fin, pour remonter la tête. Anthony, on arrive dans un club, là on a vu les boucliers, un club qui dans les dernières années en plus a eu une belle histoire, avec des finales en honneur, finale en fait 3 d'ailleurs aussi. Quand tu vis un peu une saison de galère comme ça, et que tu fais ces déplacements, c'est pas compliqué certaines semaines quand même de se motiver pour aller à l'entraînement quand il fait froid, pour aller le dimanche matin partir à 3-4 heures du mat. Déjà oui, c'est un club historique et avec Voiron, j'ai joué quand même pas mal d'années contre Saint-Marcelin. Avec des gros derbys d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et eux, ils ont déjà vécu ce type de saison-là et ils ont réussi à s'en sortir, même s'il y a eu une année de descente en Fédéral 3 où ils ont su réagir et remonter directement. Mais déjà, historiquement, on sait que Saint-Marcelin, c'est un club qui s'accroche jusqu'à la dernière journée. Donc peut-être que voilà, on peut se dire que déjà, nous, dans nos têtes, si on vient encore tous aux entraînements les mardis et les jeudis et qu'on a encore tous la banane quand on se voit, c'est parce qu'on a une certaine confiance sur nous, entre guillemets, derrière, de se dire, même si c'est compliqué, demain peut être beau et demain on peut peut-être accrocher quelque chose. En plus, c'est vrai que dans l'histoire récente de Saint-Marcelin, il y a déjà eu cette remontée comme ça fantastique. On va voir quelques images de l'échauffement. Cyprien, quand même, début de saison compliqué et frustrant, avec notamment des derniers matchs avant celui-ci où vous n'êtes pas loin de faire tomber des gros, des leaders, et ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à des détails, comme on le dit. Là, c'est vrai qu'on a eu du mal à prendre la température dans la première partie de saison de cette poule et de la Fédérale 2. Mais là, depuis janvier, on commence à faire des très très bons matchs et avec beaucoup plus d'agressivité, ce qui fait notre force. Et c'est vrai qu'on échoue à quelques points, à quelques erreurs de jeu, quelques passes en trop qui font que c'est des détails qui nous font perdre les matchs, quoi. Anto, quand on est dernier, est-ce que justement il y a pas cette petite appréhension à un moment donné qui fait qu'on va plus faire le bon geste au moment de gagner? Est-ce que, je vais pas dire la peur de gagner, mais est-ce que la pièce elle tombe un peu plus facilement du mauvais côté quand on est en fin de classement? Déjà, quand tu es en fin de classement, c'est que la pièce elle est souvent tombée du mauvais côté. Donc déjà tu te dis oui qu'il faut arriver à la faire tomber du bon côté. Après c'est comme pour ce week-end, on va sûrement en parler tout à l'heure pour le résultat, mais c'était à nous d'arriver à faire tourner la pièce du bon côté et ça n'a pas été le cas et c'est ce qui fait que aujourd'hui on est encore dernier et que voilà on espère encore, mais qu'il faut on va analyser un petit peu tout ça, mais on va voir justement ces vestiaires. Tu parlais du groupe qui est encore motivé, de l'énergie, et on va voir après ces quelques images, Kylian, et qui est rentré dans les vestiaires, et vous lui avez ouvert, et on vous remercie pour cela. Une ambiance encore très forte dans les vestiaires avec une vraie motivation. On regarde. C'est nous qui le tenons. Il est entre nos mains. Entre nous 22 mains, les gars. On réfléchit à ce qu'on fait. Tout le long du match, on réfléchit. On arrête les fautes connes. Pas de mauvais gestes. On joue au rugby, les gars. On joue au putain de rugby. Tout le monde sait jouer. Les merlets, vous savez jouer. Faites-vous plaisir. Emilia, fais-toi plaisir. Devant, on tire la barrage. Et ton tour, on tire la barrage. D'accord? Des soldats. Et la charnière. Et des soldats. On ferme nos gueules. Tous dans le même sens. D'accord? Les gars et les joueurs, on les fait. On rentre, on leur fait mal. On place, on leur fait mal. On les rentre, on leur fait mal. Ça passait par là. Elle est passée, c'est passé par là.
On s'arrête pas, les gars. On s'arrête pas. Un avantage, on l'a gagné. Tout le temps. Tout le temps. C'est bien, on défense. On continue. Continuons, les gars. Allez, descendez. Vous verrez, ça va passer. C'est pas des combattants. C'est pas des combattants, les gars. Ils veulent gérer le tempo. Et ben, en premier temps, on va leur faire mal. Montrez-leur, les gars. Ok, ils nous prennent de haut. Hein. Ils nous prennent de haut. D'accord? Allez. Allez, on y va. Jour de paye, hein. Allez, serrez-vous. Alors, on a vu ces vestiaires, on a entreaperçu le terrain, fatigué un peu le terrain. On peut le dire un petit peu comme ça. Bon, après avoir joué à Renage, je peux te dire que ça va. De tous les terrains. Alors, on va regarder les images de la première mi-temps. Anto, on a vu quand même un discours fort. On sent quand même qu'il y a du répondant encore dans le groupe et ça se concrétise quand même sur le terrain. C'est pas si mal que ça. Franchement, je me dis que depuis début janvier, on est une très belle équipe, tant dans le contenu que dans ce qu'on arrive à produire sur le terrain. Et en fait, c'est hyper frustrant. Ouais, c'est très frustrant de se dire qu'on a des joueurs qui ont, je trouve, un niveau de fou et qu'on soit dernier. Et qu'on n'arrive pas à les gagner ces matchs. Parce qu'on voit, donc on va parler vraiment de la première mi-temps, avec du jeu, avec du mouvement. Alors, pour bien connaître Valérie, c'est quelque chose qu'il apprécie quand ça joue vite, un peu tout le temps. Cyprien, toi qui as regardé ce match de l'extérieur, cette première mi-temps, elle était intéressante quand même. Ouais, la première mi-temps, on a bien réussi à mettre notre jeu en place. Et on avait des ballons, quoi. C'est le truc de la deuxième mi-temps, c'est qu'on était sevrés de ballons. On va rester sur cette première, on va rester concentré sur la première. Parlons de la première déjà. Mais la première, il y avait franchement un très beau jeu. Hein. On avait le ballon, on était dominateur sur les impacts. On arrivait bien à suivre quand quelqu'un perçait. Du coup, c'était vraiment cool. Là, on voit qu'on envoie du jeu un peu de partout. Mais... Anto, tu te dis là, quand tu vois que ça joue, qu'il y a des espaces, que ça va marquer, tu te dis, ça y est, c'est un match important, c'est un match à 8 points contre l'équipe qui est juste au-dessus. Tu te dis, on va y arriver? Franchement, on est dominant sur presque toute la première mi-temps. On fait quand même des erreurs, mais eux aussi en font. Donc là, à la mi-temps, tu te dis que sur cette première, sur ce que tu as produit déjà, il y a vraiment quelque chose qui se passe et que ça va le faire, quoi. Ouais. À ce moment-là, il n'y a pas de doute. T'as pas de doute, le discours, ça tourne à combien à la mi-temps? Pardon? Le score, il tourne à... Je sais plus, on était devant, je me souviens plus du score exact à la mi-temps. Le score en tête, mais je sais qu'on est devant. On est devant, qu'est-ce qui se dit un petit peu dans les vestiaires? Quel est le discours des coachs? C'est de gommer ces petites erreurs-là, ces en avant, c'est pas si inutile, de rester bon dans la gestion du match et du fait que c'est un match très important et que eux aussi vont se réveiller. On avait aussi vu que pas mal de leurs titulaires étaient remplaçants et que c'était un fait de gestion de vouloir avoir une deuxième mi-temps difficile. On s'attendait à ce que sur la deuxième mi-temps, il y allait avoir aussi du répondant, voire plus, que peut-être certains titulaires en puissance rentrent sur la deuxième partie du match. Donc il fallait que directement on marque les esprits en première mi-temps. Et on va voir les images pendant que tu nous expliques. On peut balancer la deuxième mi-temps, Kiel. Et du coup, est-ce que c'est passé, le discours il est passé? Comment tu as senti les choses? Parce que finalement, ce match, il était presque tenu de bout en bout. Il a manqué pas grand-chose. Comment tu expliques cette deuxième mi-temps où petit à petit, finalement, le match se resserre? C'est beaucoup trop d'erreurs. On n'a pas le droit, par exemple, là, comme on voit la vidéo, c'est directement sur un coup d'envoi se prendre 30 mètres de percée sur un plaquage loupé, quoi. Ça décrit pas mal la deuxième mi-temps. Même si on produit des belles choses, il y a des basiques sur lesquels on n'a pas été bon, et sur la mêlée aussi. Hein. Et du coup, toi qui es quand même un peu, malgré tout, d'expérience, même si tu es encore jeune, tu sens que ce match, il peut t'échapper à un moment donné. Tu te dis, attends... T'as le doute qui commence à s'instaurer. Quand tu vois que sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui va, que tu commences à un petit peu douter, oui, là, tu te dis... tu commences à avoir un petit peu peur, ouais. Il y avait quand même un peu du monde. Tu sentais qu'il y a une attente. Ça fait 2 matchs. Les 2 matchs d'avant, vous perdez à
je crois, -2 et... Ouais, pas de beaucoup. Vous prenez deux bonus contre notamment le Monaco, un en déplacement à Millau de mémoire. J'imagine qu'il y avait quand même une grosse attente autour de ce match. Bah, tu te dis, franchement, il y a 2 semaines, Monaco qui sont les premiers, qui ont perdu un match de l'année. Ouais. On est à 2 doigts de les gagner à la maison. Donc là, tu te dis, bah, franchement, ça peut le faire, quoi. Quand tu es aussi proche du premier terme de niveau, parce qu'eux sont venus avec leurs arguments et nous, on a su répondre. Ils sont pas échappés. Et on va dire qu'on a pu se comparer quand même à un niveau de haut de tableau. Après, la semaine d'après, Millau, qui reste une très bonne équipe de la poule, on est presque à 2 doigts de gagner là-bas. On perd 20-0 à la mi-temps, le match on perd 23-21. Donc en deuxième mi-temps, on gagne 21-3. Tu te dis, on arrive à faire une deuxième mi-temps comme ça contre Millau. Donc allez, on reçoit Montélimar la semaine prochaine, faut le faire, quoi. Et du coup, cette fin de match, c'est quoi? C'est une mauvaise gestion? C'est la fatigue? C'est l'appréhension de ne pas perdre finalement? Comment t'expliques que Montélimar vienne vous coiffer comme ça à la fin? C'est un manque de maîtrise. Comment tu l'as senti, toi? Déjà, comment tu l'as ressenti? Comment je l'ai ressenti? Déjà dans la gestion, dans un premier temps. En deuxième mi-temps, ils commencent à remonter. Nous, on commence à faire des erreurs. Il aurait peut-être fallu, je sais pas. C'était hier le match. J'ai pas encore revu le match. Donc moi, je l'ai vécu que de l'intérieur. Mais c'est vrai que tu le sens t'échapper, en fait. Ouais, de par les erreurs des copains et des miennes aussi, de tout le monde. Tu te dis, allez, il faut y retourner. Et mine de rien, on y croit jusqu'à la fin parce que à 2 minutes de la fin, on gagne de 6 points. On se dit que c'est largement faisable, qu'il faut tenir le ballon peut-être 2 minutes et c'est sur ces 2 minutes-là aussi, après, où on faiblit et qu'on perd le match, quoi. Sur un essai de fin de match. Ouais. Forcément beaucoup de frustration. Cyprien, toi sur le côté, j'imagine encore plus. Encore plus. Quand on regarde le match de l'extérieur, qu'on est blessé, on a envie d'être sur le terrain. Forcément, c'est frustrant de voir que ça nous échappe petit à petit. Et surtout que, comme je disais, en deuxième mi-temps, on a été sevré de pas mal de ballons. Donc, puis ça nous met un peu la tête au fond du seau. Ouais. Malgré tout, parce qu'on l'avait coché ce match. Ça faisait déjà 2 semaines qu'on en parlait déjà. On s'était dit les choses, qu'on devait faire mieux, qu'on devait concrétiser tout ce qu'on travaillait à l'entraînement là, depuis le début janvier, que ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est très frustrant et rageant, quoi. 3e point de bonus défensif, mais bon, ça fait pas des victoires. On va écouter les réactions de Sylvain Bégon et de Valérie Marzoulo au micro de Kylian, l'autre pépite. Une grosse déception. On pourra reparler d'arbitrage tant qu'on veut, mais nous, on n'a pas été au niveau. Donc, il faut surtout qu'on se regarde. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'espoir dans ce match-là. On pensait que ce serait un déclencheur. Et aujourd'hui, on est obligé de constater que malheureusement, notre fin de saison va être encore un peu plus compliquée. C'est une cruelle désillusion parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous. Ce qui est frustrant, c'est que c'est un coup d'arrêt par rapport à toute notre progression et tout ce qu'on avait fait de bien sur le bloc précédent. Et là, aujourd'hui, on n'a fait que défendre, parce qu'on a dû prendre 5 fois plus de pénalités. Je sais pas, j'ai pas le compte, mais on s'est fait ultra pénaliser avec le ballon, sans le ballon. Ça a été très dur à vivre et puis on s'est pas mis nous dans les conditions pour faire mieux. Donc c'est la désillusion du résultat, c'est la désillusion du contenu par rapport à ce qu'on avait proposé les week-ends précédents où on sentait une certaine progression. Aujourd'hui on est passé à côté et c'est le jour où il fallait pas. Ouais, et je crois qu'il a tout dit. On sent quand même beaucoup de regrets et de frustration là chez les coachs. Ils sont touchés, je pense, au plus profond de leur cœur, parce que si déjà il y avait un match à pas perdre et surtout à gagner avec la manière, c'était celui-là. Et en plus, ils nourrissaient pas mal d'attentes
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait 3 semaines qu'on élevait notre niveau et eux le ressentaient beaucoup et ils attendaient que ça paye, quoi. Que leur travail soit visible aussi parce que, mine de rien, eux, ils sont toujours là et à nous rebooster, à nous faire travailler à chaque entraînement. Donc c'est vrai que même pour eux, on aurait dû le gagner ce match. On va regarder le classement, s'il vous plaît, de ce championnat, où on voit que Monaco, on rappelle que vous avez failli faire tomber à la maison, est leader largement devant Avignon, second, Palavas, Grasse, Millau, chez qui vous êtes allé récupérer également un point de bonus il y a peu de temps. Et si on va dans la fin du classement, 15 points pour vous, Montélimar qui du coup avec cette victoire bascule à 28, Pézenas 28, Cavaillon 21. Alors, c'est pas forcément terminé, mais là, il faudrait le même genre de fin de saison qu'il y a eu il y a quelques années. Il faudrait un sans faute, peut-être pour aller chercher peut-être même la 11e place, qui peut peut-être parfois être sauvée, Cyprien. Ah ouais, là, chaque match, c'est une finale. Là, il n'y a pas le choix. On va se déplacer à Cavaillon. Là, il va falloir tout donner. Et de toute façon, chaque match, c'est coup près. C'est le prochain match pour vous? Ouais, on va à Cavaillon. On va à Cavaillon et après Et après, c'est une semaine de pause, non, je crois. Semaine de pause, oui, c'est ça. Et après, je ne sais plus. Je sais pas. Toi, Cyprien, non plus? C'est bien, vous avez bien appris le calendrier de l'équipe, ça va m'arranger. Voilà pour la Fédérale 2. On a terminé, on monte en Fédérale 1 et là il y avait aussi des gros matchs et une presque surprise, c'est Annecy, le Bar. On a les images de ce match à Montmélian. Annecy qui a fait trembler Montmélian puisque Montmélian ne s'impose que de quelques points, 28-21 avec des essais de Betchem et Ménissier, Yann Koulki et Vout et un essai de Durieux pour Annecy, pour le Bar. Voilà, les Annéciens qui ont fait un match à l'extérieur, un match qu'il fallait à l'extérieur en prenant les points, en mettant beaucoup de rigueur également devant, mais même après un match qui n'est pas le match de l'année, Montmélian confirme que c'est une équipe en forme et s'impose dans un match difficile à la maison. Gruissant s'impose contre Berlétan 23-8, Bédaride contre Nuit-Saint-Georges, Annonay contre Château-Renard et Agde à l'extérieur. Et bien sûr, on va parler maintenant de nos Vinois qu'on va présenter. Évidemment, on ne va pas vous oublier. Thibaut, comment ça va, Thibaut? Ça va, très bien. Bon, même question que pour tout le monde. Raconte-nous ta carrière. Ma carrière. Ta première licence de rugby, à quel âge? À 6 ans, au club de Vinay. À Vinay. Ouais. Donc t'es un Vinois. Je suis un Vinois, ma famille. Elle est de Vinay. Ouais, c'est une famille bien connue à Vinay. T'habites Vinay. J'habite Vinay. Voilà. J'ai grandi à Vinay. Mais pour le coup, t'as eu une petite incursion. Qu'est-ce qui s'est passé là? À 17 ans, j'étais en première année junior et lors de ma deuxième année, j'ai décidé d'aller jouer un petit peu plus haut parce qu'en junior, ils jouaient en balandrade. Et du coup, je suis parti à Voiron. Et en fait, après, suite logique, Voiron a voulu me conserver. Et voilà, je suis arrivé du coup en même temps qu'Anto dans le groupe senior, l'année où il y a Flofort qui arrive et tout ça, avec des grands projets. Et où je suis resté 4 ans. Et après les histoires du Covid et de tout ça, j'ai décidé de rentrer à la maison et de retourner voir la famille et les amis avec qui j'ai commencé le rugby et avec qui je joue encore. Vinay, un club un petit peu à part quand même aussi, un peu comme on parlait de Montmélian tout à l'heure de Renage, tous les clubs vont s'estimer à part, mais à Vinay, il y a quand même cet esprit un peu village gaulois très présent. Ouais, les autres clubs disent qu'on a une mentalité bizarre, un peu spéciale. Nous, on ne trouve pas. Mais oui, Si, au fond, un petit peu. Ouais, on a un petit village gaulois. C'est pas facile de rentrer dans ce club. Toi, t'as pu revenir facilement ou... Non, ils t'ont fait... Ouais, j'ai eu quelques crasses, mais c'est pas grave. Après, ça se règle dans le vestiaire et sur le terrain surtout. Et après, voilà, on oublie. Bon, Paul, de ton côté, raconte-nous un petit peu ta première licence. Vinay, forcément. Pareil, enfant du village. À 4 ans. Ah oui, vraiment. Un peu plus tôt que prévu. 1 an avant l'âge commun, on va dire. Triché. Fausse licence. Un petit peu. Ouais. Et j'ai fait l'école de rugby, j'ai fait les 6 premières années à Vinay. Ouais.
Après, je suis parti 4 ans à la Bibs. Ouais. Donc les collègues de la Bièvre, il y en a une paire que je connais bien. Après, j'ai fait de Goderman à Espoir, deuxième année au Verder, donc Valence Roman. Donc c'était mes premières expériences un peu haut niveau. Après, j'ai signé à Bourgoin et décidé de revenir. Alors, un petit mot sur Bourgoin quand même. Raconte-nous un peu cette expérience bergalienne. C'était une bonne expérience parce que pour moi, c'est un club historique. Ça l'est, hein, forcément. Oui, c'est des grands joueurs qui ont joué là-bas, qui sont passés par là-bas, des grands joueurs avec qui j'ai joué, que je regardais à la télé quand j'étais petit. Et puis, on était dirigé par Pascal Papé. Donc, pareil, c'était des. Que tu avais vu à la télé. C'est ça, que j'avais vu à la télé. Et au final, je me suis retrouvé sur le même terrain que lui, même si lui, il jouait plus. Donc, c'était quand même une super expérience. Et puis, premier match avec les pros en national. Donc, c'était ce que j'étais venu chercher et j'ai réussi à l'avoir. Et qu'est-ce qui fait que du coup tu es revenu toi aussi à la maison quand tu avais goûté à ce haut niveau, on va le dire? Une fois qu'on y a goûté, voilà, c'est bien. Après, moi, je me suis fait une grosse blessure au genou et j'avais envie de repartir sereinement et retrouver mon club à moi avec mes copains de quand j'étais petit. C'est-à-dire que la partie un peu copains, tout ça, ça t'avait manqué, VRDR, tout ça, on est moins dans cet esprit-là. J'avais fait quand même depuis Goderman, même si on est jeune, le haut niveau. Donc en tout, ça fait 7-8 ans. J'étais bien content après 7-8 ans quand même de revenir autour de chez moi pour retrouver cette sérénité et ce calme, on va dire. Avec mes ça copains. t'a fait du bien? Ça m'a fait extrêmement bien. Tu regrettes pas du coup? Non, pas du tout. Et puis surtout cette blessure dont je te parlais, j'avais un peu de mal à guérir. Et dès que je suis revenu, j'ai guéri. Comme quoi, tu vois, il y a une grosse partie dans la tête. Exactement. Du coup, tu as retrouvé un peu tes pénates du côté de Vinay. C'est ça. Un début de saison vinois plutôt très bon, on va le dire, sur la dynamique de la saison dernière, Thibaut. Ouais, c'est ça, début de saison sur la même lancée, le même état d'esprit que l'année dernière. Où on sort d'une saison quand même qui a été assez longue et assez de plusieurs intense. saisons même. De plusieurs saisons où voilà, on se 2-3 ans que vous étiez premier, deuxième. C'est ça, où on faisait des superbes saisons, où on échouait pendant 2 ans au match de la montée. L'année dernière, voilà, ça nous a souri. On a fait une superbe saison, inoubliable, je pense, pour tous. Du coup, on a un peu surfé sur la vague dans ce début de saison. Mais à un moment donné, voilà, il a été un peu pris par... L'apprentissage de la Fédérale 1, il n'est pas forcément facile. Aujourd'hui, pour exister en Fédérale 1, il faut être très bon tous les week-ends. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre la Fête 2 et la Fête 1 pour toi? Alors on sait, ça devant, ça pousse et autres, mais du coup concrètement c'est... Je dirais peut-être un petit peu plus structuré, mais c'est surtout, en fait, maintenant, on peut plaquer au ballon. Et ça, sur la libération de jeu, sur l'intensité, on ne peut plus mettre la même vitesse qu'on mettait l'année dernière. Oui. Et puis, voilà, les plus gros gabarits, nous, on est resté avec les mêmes effectifs. Et du coup, on charge. Paul, début de saison, pareil. Donc, premier match, on se dit, Vinay, c'est très vite acclimaté à cette Fête 1. Puis après, ça retombe un petit peu parce que forcément, la Fête 1 te rattrape et te dit attention. Il y a la réalité des choses qui est que nous, on s'entraîne 2 fois par semaine aussi. On est resté sur notre rythme de Fédéral 2. Donc forcément, il y a ceux qui vont à la muscu, mais à côté, en plus du travail, etc. Mais dans notre rythme d'entraînement, c'est pas pris en compte dedans. Donc quand on va jouer le week-end contre des équipes... comme Annonay, qui ont structuré comme une équipe. C'est structuré, il y a des muscus qui sont obligatoires. Ils s'entraînent à Annonay 4 fois, donc ça fait 2 fois plus que nous. La réalité, c'est que le week-end, on a beau y mettre le cœur qu'on veut, c'est compliqué de se confronter à ces équipes-là qui s'entraînent 2 fois plus que nous. Forcément, ils vont être... physiquement plus prêts, moins avenants à se blesser, etc. C'est des réalités, malheureusement. Et là, c'était jour de derby quand même. Alors on va regarder la première mi-temps du match contre Saint-Jean-en-Royan. Thibaut, un match au match aller où vous étiez allé gagner à Saint-Jean. Un peu la surprise générale. Ouais, on avait fait la surprise là-bas. C'était un match qui nous tenait à cœur. Voilà, Saint-Jean, c'est un peu la rivalité du territoire, même si on se connaît tous maintenant, tous les joueurs. Mais voilà, ce match, il regroupe 2500, 3000 personnes. Ouais, il y avait énormément de monde au stade. Ça devait être l'ambiance très forte. À l'aller, on avait fait un peu la surprise. On les avait fait un peu déjouer. Je pense que voilà, on avait fait un peu le match parfait à l'extérieur. Et puis voilà, c'est ce qu'ils ont fait du coup chez nous. Alors comment, on va parler déjà de cette première mi-temps, de l'entame et puis de ces premières minutes. Paul ou Thibaut, comme vous voulez. Vas-y.
On avait à cœur de faire une bonne entame de match et surtout de retrouver un peu des valeurs et de l'envie par rapport à nos dernières prestations pour nos supporters, pour tout ça. Donc je pense que ça a été fait, mais le souci c'est qu'on n'a pas été encore assez réaliste par rapport à Saint-Jean. Donc manque de réalisme dans la première. Manque de réalisme. Saint-Jean, dès qu'ils viennent dans ton camp, ils repartent avec des points. Et même là, en première mi-temps, ils viennent 2 fois dans nos 22, ils marquent 2 essais, très bien construits. C'est du tableau noir ce qu'ils nous ont fait. Et c'est là où du coup on rentre à la mi-temps à 16-14, alors que je pense que tu peux faire mieux. On peut faire peut-être un peu mieux. Paul, est-ce que ça c'est aussi les années un peu d'expérience de Saint-Jean, les 2-3 ans qu'ils ont en fait d'une qui fait cette différence sur la première mi-temps, de pouvoir marquer un peu sur les temps faibles et moins encaisser sur les temps faibles, et marquer sur les temps forts? Non, je suis pas sûr que ce soit ça. Après voilà, on va gagner chez eux de peu au match aller. On sort le match, comme Thibaut il a dit, quasiment parfait. Ouais. D'ailleurs nous on a un peu l'habitude à chaque match d'élire un MVP. Ouais. Au match aller c'était collectif. C'était vraiment pour montrer que toute l'équipe avait fait un gros match qu'on n'a pas su faire. Qu'on n'a pas su faire hier. Après, on perd de 1 point, donc c'est que le niveau, il est kiff-kiff. C'est celui qui fait le moins d'erreurs et comme il a dit, eux, ils viennent, ils scorent. Nous, on va chez eux, on n'arrive pas à scorer ou on perd le ballon. C'est forcément compliqué, mais à 1 point d'écart, on ne peut pas dire que ça soit... Alors justement, on reste sur cette première mi-temps, Thib, la mi-temps, 2 points d'écart. On sent que vous avez la possibilité de marquer, mais que du coup... il reste sur les talons. Qu'est-ce qui se dit un petit peu, que vous disent les coachs? À la mi-temps, déjà, on se regarde quand même dans les yeux en disant on est capable de le faire. On est encore dans le match. Il y a 16-14, on est devant, donc il ne faut pas non plus se mettre la tête au fond du seau. Mais qu'il faut être plus précis et être lucide sur plein de petites choses. Et arrêter de faire des fautes bêtes. Et puis, on le tient en fait, ce match. Mais... Voilà, cette deuxième mi-temps, après, elle est un peu... Alors justement, on va voir les images de cette deuxième. Paul, raconte-nous un petit peu comment toi tu l'as ressenti. Toujours pareil, du monde, du beau temps, les conditions, il y a tout ce qu'il faut. Et puis ça reste collé jusqu'au bout. Ouais, les conditions, elles étaient plus qu'idéales pour ce week-end. Je pense que sur la lucidité, je le rejoins. J'ai pris un carton sur une faute bête, donc forcément, je pénalise 10 minutes. Il a pris un carton aussi, donc on a été les premiers à avoir certains manques de lucidité. Je pense qu'on essayait de compenser un peu cette agressivité ou quelque chose comme ça. Et ce carton, ça vous fait du mal? Ça nous fait du mal. Ouais, franchement. Moi, c'est la dernière action pour la pénalité de la gagne. Donc, Et moi, première action de la deuxième mi-temps. Vous avez choisi à des moments clés. Mais moi, je pense que... à l'entame de la deuxième mi-temps, c'était l'équipe qui allait mettre un chouïa plus d'agressivité, qui allait tenir un peu le fil. Et la réalité, c'est qu'on en a mis un peu moins qu'eux par les fautes, par le jeu, qu'on a mis un peu moins d'agressivité, donc ça a payé. Alors, on parlait tout à l'heure avec Saint-Marcelinois et voisins, Saint-Marcelinois d'ailleurs, que la pièce, elle pouvait tomber souvent du mauvais côté cette année. Et là, pareil, la pièce, elle aurait pu tomber c'est le genre de match, c'est impossible à définir. Les deux équipes peuvent gagner. Voilà, ça a tourné en faveur de Saint-Jean, mais parce qu'ils ont été un peu plus pragmatiques et qui ont été plus précis sur certains domaines que nous, on n'a pas su gérer. Voilà, ils ont fait le match parfait à l'extérieur. Ils ont pris leur revanche. Alors du coup, maintenant, Paul, on se retrouve avec une défaite de 1 point à la maison, frustration également. On verra tout à l'heure avec ce classement qui du coup se tend un petit peu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin? Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose ou d'ailleurs c'était le silence? Oui, après, de toute façon, le match, une fois qu'il est fait, il est fait. Donc on va revenir sur les choses qu'il y a à retravailler, mais refaire le match pour refaire le match, ça sert à rien. On sait tous qu'il reste beaucoup de matchs à domicile. Sur la fin de saison, on en a 5. 4 matchs à domicile sur cette fin de saison. Donc même si le classement il est un peu tendu, on a la chance d'avoir ces 4 matchs-là. Donc va falloir les assurer. Et on a retrouvé malgré tout un petit supplément d'âme sur ce match. Derby, retrouver un niveau d'agressivité, d'engagement des mecs. Voilà, on arrive. C'est moins de points. C'est ça. C'est un peu ce qui est le mot de la fin, que c'est Steve Barr qui l'a très bien dit.
où justement, il faut pas que ça soit que des derbies en fait et qu'on ait cette envie-là que pour un derby en fait. Ouais. C'est tous les matchs quand on va dans le sud ou n'importe quelle équipe. Et parce que là, on a mis des valeurs que sur les que vous n'aviez pas retrouvé ces derniers matchs qu'on a fait, on mettait pas. Notamment à l'extérieur où ça avait été un peu difficile. Voilà. Donc en fait, on doit pouvoir mettre cet engagement-là sur tous les matchs et peu importe ce qui se passe jusqu'à la fin de la saison, mais au moins se retrouver nos valeurs et mettre un peu plus d'engagement. Ouais, on n'a pas le choix. Voilà. Je dis ça au bon moment. Ce carton à la fin, pour toi, j'imagine que tu sors encore plus frustré que les autres alors. Ouais, parce que je me vois gratter le ballon, mais l'arbitre il n'a pas la même décision que ça. Il dit que je mets les mains au sol et vu qu'on est dans nos 22 et qu'ils sont sur une grosse avancée, il met carton jaune. Ouais. 22 mètres face au poteau, leur buteur, buteur de Fédéral 1, il ne va pas la manquer et voilà, ça fait tourner la chose en leur faveur. Ouais. Prochain match pour vous? On se déplace à Château-Renard. Château-Renard et après? Et après on reçoit Annecy. Là justement, ça sera très important. La finale du bas de tableau. Pour essayer de relever un peu la tête. Ouais, on va finir cette action et puis on va regarder le classement. Peut-être qu'on va avoir la pénalité de... Voilà, là c'est la fin. Parfait, parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, victoire de Saint-Jean en Royan d'un petit point. La revanche a été prise, en tout cas, pour les hommes de Romain Vénia et David Vauden. On va regarder le classement, s'il vous plaît, de cette poule. Montmélian est donc premier à 60 points devant Annonay, 55, quand même, la saison de Montmélian, c'est incroyable. Les Saint-Jeanais, que vous avez tenus et quasiment presque gagnés, sont quand même troisième de ce championnat avec 45 points. Nuit Saint-Georges, quatrième, Bédaride, Gruissant, 39. Agde derrière, 38. Château-Renard, Petit Trou, 34. Lavalette et Berlétan. Et puis voilà, cette fin de classement, Annecy, 26. Vinay, 28. Berlétan, 29. Lavalette, 33. Alors effectivement, messieurs, on voit que rien n'est joué, que ça peut encore tourner, mais il n'y a plus trop de jokers quand même. Il n'y a plus trop de jokers. Après, voilà, on a ce petit avantage, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais de recevoir Annecy et Berlétan. Donc voilà, ça peut être des victoires à 8 points si on fait le taf. Ouais, ça va être des matchs, super importants. Très important. Voilà pour le classement de cette Fédérale 2 et pour cette Fédérale 1, pardon. Voilà, c'était un petit... Pardon, excusez-moi. Fédérale 1. Et on arrive à la fin de l'émission. J'arrive au bout de mon conducteur. C'est parfait, c'est terminé. Merci en tout cas, messieurs, à tout le monde d'être venus, d'avoir parlé de ce rugby régional et rugby fédéral. Je vous donne rendez-vous, moi, la semaine prochaine pour le 10e épisode de Déblayage. Ça sera lundi prochain, bien sûr, en direct. Ciao, ciao.